Dans cette présentation, nous allons parler de somme double. Dans un premier temps, on découvrira la notion de somme double à travers un exemple, puis on énoncera le théorème de Fubini. On regardera ensuite une situation d'interversion des symboles sigma, plus générale que celle du théorème de Fubini, et on reviendra sur le théorème de Fubini dont on donnera une explication. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une somme double? Une somme double, c'est essentiellement une somme qui est emboîtée dans une autre somme. Donc, typiquement, une somme double, ça peut ressembler à ça. C'est donc, on voit qu'il y a deux symboles sigma. On a un symbole sigma donc à l'intérieur et un symbole sigma à l'extérieur. Donc, on va regarder comment se présente une somme double quand elle est déployée. Donc, considérons la somme suivante. S, c'est la somme de 1, puis de 1 plus 2, puis de 1 plus 2 plus 3, etc. Et on continue comme ça jusqu'à 1 plus 2 plus 3, etc., plus 9, plus 10. Donc ça, c'est un exemple typique de somme double. Pourquoi? Parce que on a affaire ici à une somme, la somme suivant les lignes, et si on regarde chaque ligne, eh bien, on voit que chaque ligne est elle-même une somme. Par exemple, ici, j'ai la somme de 1 plus 2 plus 3. À la ligne précédente, j'ai une somme. À la ligne suivante aussi. Donc, j'ai une somme de sommes. Et quel est le terme générique de cette somme? Eh bien, je vois que le premier terme, c'est 1. Le deuxième terme de la somme, c'est 1 plus 2. Le troisième terme, 1 plus 2 plus 3. Donc, je comprends que le terme qui est à la kème ligne, c'est 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus k. Autrement dit, c'est la somme pour j allant de 1 à k des j. Et finalement, donc notre somme S, qui est la somme des termes comme ceci, comme on a vu, quand je remplace donc sk par sa valeur ici, j'obtiens la somme double qui est encadrée là. Venons-en au théorème de Fubini. Imaginons qu'on ait une suite indexée par deux indices i et j. Donc une suite que je note a indice ij, où les indices i et j varient respectivement entre 1 et n et entre 1 et p. Autrement dit, je dispose de n multiplié par p éléments qui s'appellent donc aij. Exemple, je pourrais considérer la suite des aij égale 10 fois i plus j, où i et j seraient compris entre deux valeurs que je me donne au départ. Alors, qu'est-ce que nous dit le théorème de Fubini? Il nous donne cette relation-ci. Alors, à gauche et à droite, on a des sommes doubles. Et c'est quoi la différence entre les deux sommes? C'est que, à gauche, eh bien, la somme pour i allant de 1 à n est la somme extérieure, tandis qu'à droite, c'est devenu la somme intérieure. Et c'est la même chose pour la somme en j. La somme en j à gauche est la somme intérieure, et à droite, c'est devenu la somme extérieure. Donc, on a en fait interverti les symboles sigma. Notez que le a et j, lui, il n'a pas bougé. Rien n'a bougé, y compris les indices. Les indices, eux, ne sont pas intervertis. Voilà pour ce théorème de Fubini qui a un rôle plus théorique que pratique malgré tout. Donc on va voir maintenant une situation plus générale où l'interversion des symboles sigma est possible. Donc je reviens sur notre somme qu'on avait depuis le début. Je la déploie, donc ligne par ligne. Voilà. Et si j'effectue le calcul, ligne par ligne, 1 plus 3 plus 6, etc., donc le calcul donne que S vaut 220. Alors il faut bien voir ici que la formule de Fubini ne s'applique pas. J'ai certes ici deux sommes emboîtées, mais je ne peux pas les intervertir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les bonnes hypothèses.
Les hypothèses du théorème de Fubini, c'est que les bornes de la somme intérieure sont indépendantes de l'indice dans la somme extérieure. Or, dans mon cas, un des indices de la somme intérieure, donc l'indice supérieur K, eh bien, l'indice supérieur K n'est pas indépendant de la variable de l'indice de la somme extérieure. Donc je ne peux pas appliquer le théorème de Fubini, et si je le faisais, donc j'obtiendrais ceci, qui n'aurait pas de sens, parce que je me retrouverais avec un indice K à l'extérieur. Ça voudrait dire que ma somme à droite dépend de K, et c'est absurde, la somme ne dépend pas de K, puisque K est la variable muette qui sert à définir la somme intérieure. Donc, on va redéployer la somme S. Donc, je vais un petit peu plus détailler par rapport au déploiement précédent. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, on a fait la somme suivant les lignes. On a fait 1, plus 3, plus 6, etc. Mais rien ne nous empêche de regarder la somme autrement. Donc en particulier, on va regarder la somme par colonne. Pourquoi par colonne? Parce que si on regarde les colonnes, on voit que chaque colonne est formée d'éléments qui sont tous identiques. Ça, c'était pour la colonne 1, mais pour la colonne 2, c'est clair aussi que tous les éléments sont identiques. Pour la troisième colonne, c'est la même chose. Et donc on est amené, vu que tous les éléments sont identiques, on est amené à compter le nombre d'éléments dans chaque colonne. Donc on observe, puisque la somme s'arrête ici à 10, on observe que la première colonne contient 10 éléments. La deuxième colonne contient un élément de moins par construction. La troisième, encore un de moins. La quatrième, encore un de moins. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Donc qu'est-ce qui se passe? À chaque étape, on progresse dans le rang de la colonne, mais on diminue dans le nombre d'éléments. Donc ça veut dire que si je fais la somme, j'obtiens quelque chose de constant. Et en effet, on le voit bien ici. Si je fais 1 plus 10, j'obtiens 11. Si je fais 2 plus 9, j'obtiens 11. Si je fais 3 plus 8, ça fait 11, etc. Ça vaut même pour la dernière ligne. Si je fais 10 plus 1, ça fait 11. Par conséquent, je vois que si j'appelle J le rang de la colonne, le nombre d'éléments dans cette colonne, la hauteur de la colonne, eh bien, c'est 11 moins J. Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte que je peux exprimer S, puisque S, c'est la somme donc suivant les colonnes. Il y a les colonnes vont du rang 1 au rang 10, contiennent donc uniquement l'élément J, et on vient de voir à l'instant que chaque colonne contient 11 moins J éléments. Donc si je fais la somme suivant chaque colonne, eh bien cette somme vaut 11 moins J multiplié par J. On peut terminer le calcul. S est donc finalement égal à la somme pour J allant de 1 à 10 des 11 moins J multiplié par J. Je développe, j'applique la linéarité du symbole sigma. Donc je peux sortir le 11 qui était ici. Et puis les sommes qui sont là, je les connais, c'est-à-dire que la somme qui est ici, c'est une somme remarquable. Et la somme qui est ici est également une somme remarquable. Pour chacune de ces deux sommes, je dispose d'une formule. Donc j'applique ces formules, j'obtiens ceci, et toute réduction faite, je retombe sur le 220 qu'on avait déjà obtenu. Je reviens sur le théorème de Fubini dont on va donner une justification. Je rappelle l'énoncé. On dispose donc d'une suite AIJ indexée par deux entiers I et J, I variant entre 1 et N et J variant entre 1 et P, N et P étant fixés au départ. Et donc, on a cette égalité. On dispose donc de N multiplié par P éléments A et J. Et donc, pour démontrer cette égalité,
En fait, on va disposer les A et J suivant une grille ayant n lignes et p colonnes. Et on va placer à la im ligne et à la jm colonne l'élément A et J. Par conséquent, ça veut dire que à la première ligne, j'ai tous les A1J avec J variant entre 1 et P. De même, la deuxième ligne est formée de tous les A2J avec J variant entre 1 et P. Et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernière et la dernière. Maintenant, pour justifier l'égalité qui est là, on va regarder comment on peut faire la somme de tous les éléments de la grille. Donc pour faire la somme, il y a deux façons. Ou bien on fait la somme ligne par ligne, c'est-à-dire qu'on additionne les éléments de la première ligne, on additionne les éléments de la deuxième ligne et ainsi de suite jusqu'à la nème ligne, et puis après on fait la somme des résultats obtenus. Ou alors on peut faire une somme par colonne, c'est-à-dire qu'on fait la somme suivant la première colonne, puis suivant la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la dernière, et on somme les résultats obtenus. Eh bien, il se trouve que le membre de gauche, c'est la somme suivant les lignes de la grille, tandis que le membre de droite est la somme suivant les colonnes. Et ceci explique pourquoi les deux quantités sont égales. Maintenant, pourquoi le membre de gauche est-il la somme suivant les lignes? Eh bien, je vais m'intéresser à une somme intérieure du membre de gauche. Et puis, donc, cette somme intérieure, elle est définie par un certain i qui est fixé, entre 1 et n. Donc, pour fixer les idées, je vais supposer que i vaut 2. Par conséquent, la somme intérieure, c'est la somme de tous les a de j pour j variant entre 1 et p. Or, où sont les a de j lorsque j varie entre 1 et p? Eh bien, ils sont ici. Par conséquent, on comprend que la somme intérieure pour i égale 2, c'est la somme de tous les éléments de la deuxième ligne. Et par conséquent, on comprend bien que le membre de gauche, c'est la somme de tous les éléments de la grille, pris ligne par ligne. Maintenant, regardons le membre de droite. Le membre de droite, même raisonnement, je vais considérer une somme intérieure pour un certain j fixé. Donc pour fixer les idées dans mon raisonnement, je vais imaginer que j vaut 3. Ça veut dire que la somme intérieure, c'est la somme de tous les AI3 pour i variant entre 1 et n. Or, c'est quoi cet ensemble d'éléments? Eh bien, c'est la troisième colonne de notre grille. Par conséquent, je vois que la somme intérieure, c'est la somme des éléments de la troisième colonne. Et donc, on comprend que le membre de droite est la somme de tous les éléments de la grille, pris colonne par colonne.